Bon, les gens n'ont pas, d'après moi, la tête aux élections, pas encore en tout cas, mais ils ont la tête à la rentrée parce que dans certaines écoles, c'est demain la rentrée. On va faire rentrer les élèves pour des demi-journées, puis lundi, ça repart de plus pour de vrai. Puis la semaine prochaine, tout le monde va être de retour à l'école. Et là, il y a un truc au Québec qui nous distingue. Il y a bien des affaires qui nous distinguent, mais disons du côté peut-être des affaires dont on devrait être moins fier, c'est le pourcentage des garçons de 12 à 17 ans qui ont une ordonnance de médication psychostimulante. C'est 23% des garçons. Ça, c'est 1 sur 4 adolescents au Québec. C'est 3 fois plus qu'en Ontario, ça. Puis l'Ontario, c'est une société qui nous ressemble. C'est-à-dire, c'est pas le Botswana là, ou Tuvalu. Là. C'est à côté de nous. Là. C'est à peu près le même genre d'humain qu'on est. Et pourtant, on ne voit pas les choses de la même façon. Même chose pour les plans d'intervention. Ça, les plans d'intervention, c'est ce qu'on fournit à un élève pour faire en sorte il puisse y avoir une approche qui est spécifique, qui est personnalisée en fonction de certains troubles qu'il a, de certaines difficultés. C'est 30% des élèves du secondaire qui en ont au Québec. C'est un sujet tabou parce que c'est la question de la surdiagnostication, la question d'une approche qui n'est peut-être pas la meilleure. On va en parler avec Sylvain Duclos, qui est professeur de mathématiques, il est sur le terrain, et Jean-Nicolas Carrier, qui est également psychologue. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hey, je vais commencer avec vous, M. Carrier, parce que c'est un texte que vous avez fait paraître dans la presse qui a retenu mon attention. Un Québec fou de ses plans d'intervention. Je veux qu'on commence avec la médication, par contre. Est-ce que ces chiffres-là, est-ce que c'est inquiétant pour vous? 23%, c'est 1 sur 4. Oui, effectivement, c'est inquiétant, c'est préoccupant, ces chiffres-là, parce que si on prend les chiffres de prévalence officiels, ça tourne autour de 7,2%. Ce chiffre-là, peut-être, c'est une estimation. Est-ce que ça peut être plus, ça peut être moins? Il reste que, si on prend ce chiffre-là, que j'estime quand même assez élevé, même en prenant ce chiffre-là, le pourcentage qu'on a est de beaucoup supérieur. Donc, juste à partir de ça, on doit s'inquiéter. Il y a un surdiagnostic évident. Monsieur Duclos, vous, dans vos classes, est-ce qu'il y en a beaucoup des élèves, prenons les garçons là, pour commencer, qui ont de la médication? Des élèves qui ont des TDA ou de la médication, on en a quand même plusieurs, effectivement. C'est toujours tabou d'en parler, à savoir, oui, on peut penser qu'on a des surdiagnostics parce qu'effectivement, on est bien au-delà de la prévalence, comme M. Carrier l'a dit. Cependant, aussitôt qu'on en parle, là, il y a aussi les parents qui sont bien souvent sur la défensive, puis il y a des élèves qui en ont réellement besoin. Donc, c'est effectivement un peu tabou d'en parler dans les écoles parce que non plus, c'est pas notre rôle en tant qu'éducateur de dire s'il faut avoir de la médication. Donc, on marche vraiment sur des œufs par rapport à ce sujet-là. Mais vous en avez vu beaucoup des élèves passer, là, puis vous dites qu'il y en a, clairement, ils en ont besoin. Est-ce que des fois, vous avez l'impression qu'il y en a que non? Non, on n'a pas de besoin de ça. Il y en a qui en auraient clairement plus de besoins puis que ça n'a jamais été diagnostiqué. Mais il y a des élèves que c'est clairement de l'immaturité, de l'organisation, des fonctions exécutives qui n'ont pas été développées chez l'élève, qui font qu'ils ont de la difficulté à suivre le rythme puis à réussir dans leurs apprentissages. Monsieur Carrier, ça a des répercussions, ça, de la médication. Là. C'est pas vrai qu'on prend ça comme, je sais pas, là, des M&M. Là, prendre ça sur une longue période de temps, ça peut impliquer des affaires. Qu'est-ce que ça implique sur le développement d'un cerveau là, dans ces âges-là? Oui, la médication, de ce que les études les plus couramment citées indiquent, c'est que la médication, oui, peut avoir un effet bénéfique. L'effet bénéfique après 3 ans, par contre, n'est pas documenté. On n'a aucune idée. Parce que la plupart des études là-dessus, c'est rare que ça dépasse 12 semaines quand on fait l'étude des effets. Quant aux effets secondaires, il peut y avoir difficulté à dormir, il peut y avoir une diminution dans la croissance de quelques centimètres après quelques années. Je dis ça, évidemment, moi, je suis pas pharmacien, je suis pas médecin, mais je cite quand même ce qui est courant, ce qu'on sait, les guides officiels disent ça, tout le monde s'entend pour dire ça. Monsieur Duclos, là, regardez, il y a 2 catégories, là, puis c'est vous qui avez tiré la ligne. Il y a des gens qui en ont besoin. Moi, je veux qu'on parle de ceux que vous avez le pressentiment que c'est pas la bonne décision. Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait ça parce que on veut aider les jeunes, on est bon au Québec, on veut être du côté du bien, puis pour nous, c'est la solution, puis ça va les accompagner, mais on voit pas les conséquences d'aller de l'avant avec des affaires de même quand c'est pas de besoin, quand on n'en a pas de besoin?
Ben, je pense qu'on veut aider nos jeunes, qu'on veut leur donner les outils pour réussir, sauf que jusqu'à un certain point, on n'a pas les ressources pour les aider au bon moment dans leur développement. On manque de ressources pour aider nos jeunes en bas âge, au préscolaire, dans les premières années du primaire, pour déterminer quelles sont les lacunes, par exemple, au niveau du développement du langage, pour pouvoir bien les accompagner. Puis des jeunes viennent à ce moment-là, à mon sens, développer plusieurs difficultés, puis à un moment donné, ils sont dépassés par les événements. Et je pense qu'à ce moment-là, on ne sait plus trop quoi faire pour les aider. Les plans d'intervention, Monsieur Carrier, je pense avoir résumé un peu ce que c'était de la bonne façon, là. C'est-à-dire qu'un élève qui aurait des difficultés a un plan. Donc, le professeur doit adapter son enseignement, adapter les évaluations en conséquence. Des fois, dans des classes là, de 30, il y en a 5, 6, 7, 8 plans d'intervention. Là. Ça veut dire qu'il y a un cours, puis là, je vois M. Duclos qui me regarde avec des yeux, il y a peut-être plus que ça des fois. Il me dit en montant 10, 11, 12 plans d'intervention. Donc, il y a un cours pour la classe. Puis après, il y a des cours pour tout le monde. Puis là, on parle souvent des profs pour qui c'est un problème, mais je veux qu'on parle des jeunes. Est-ce qu'on les prépare pour la vie, ça? Quand on leur fait croire qu'il y a 12 sortes de vie, en fait. Alors, il y en a une. Oui, c'est une question qui est pertinente et à mon sens, elle n'est pas suffisamment posée. On la met pas on l'intègre insuffisamment à nos pratiques. Et il y a peut-être quelque chose d'historique là-dedans. C'est parce qu'au départ, quand la politique en adaptation scolaire a été adoptée, je dis ça en passant, c'est en 99, donc ça fait un bail. Quand on a adopté cette politique-là, la proportion était beaucoup plus faible, beaucoup plus basse. Et maintenant, on se retrouve avec 30%. Alors, ça amène la question de la viabilité. Hein. Pour les professeurs, il y a une limite ergonomique, il y a une limite cognitive que ça engendre. Hein, on ne peut pas aller plus loin. C'est ce que beaucoup d'enseignants disent, à la fois dans ma pratique, mais aussi dans les médias, qu'il y a des propos qui sont relayés. Et il y a aussi la question plus de la définition même hein, de ce que c'est qu'une mesure d'adaptation qui est exceptionnelle, Donc, si c'est 30%, hein, qu'est-ce qui va se passer le jour où on dépasse le 50%? C'est comme d'avoir une inversion dans les définitions. La normalité, entre guillemets, va devenir l'exception et inversement. Donc, il y a une question, je dirais, de définition essentielle que ça met de l'avant. Monsieur Duclos, est-ce que vous avez l'impression des fois que ça exclut d'une certaine façon certains élèves du groupe? On a un prof, on a une classe, on essaie de développer un esprit de classe, une espèce de cadence, un rythme. Puis là, il faut qu'il aille le voir, lui, il faut qu'il revienne voir tel élève. Et là, même, je parle même pas de la majorité qui, dans ce moment-là, peut-être progresse plus lentement, mais y a-t-il un sentiment d'exclusion que vous observez? Je vous dirais que c'est difficile de gérer ça au jour le jour avec les élèves. Les élèves, souvent, ne comprennent pas juste les besoins des autres élèves, les différentes adaptations qu'on va mettre en place. Et oui, jusqu'à un certain point, ça peut créer de l'exclusion. On disait tantôt là, un nombre de 30%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la classe régulière, parce que les élèves qui ont des plans d'intervention, on en a très peu dans les concentrations ou dans les PEI. Mais dans la classe régulière, on en a facilement 50% d'élèves qui peuvent avoir des plans d'intervention. Donc, ça devient jusqu'à un certain point parfois la norme. Alexandre, on a une question? Oui, on a plus un commentaire de Daniel de Saint-Eustache qui dit souvent, moi, les élèves médicamentés, ils ont plus de difficultés à manger ou ne mangent pas. Vous êtes plutôt dans une classe, peut-être pas avec les élèves sur l'heure du dîner, mais je ne sais pas si c'est une conséquence que vous avez déjà observée. Monsieur Duclos? De mon côté, c'est pas quelque chose que j'ai observé en tant qu'enseignant. Cependant, en tant que parent, j'ai des collègues qui ont des enfants et qui me disent effectivement que leurs jeunes ont de la difficulté à manger lorsqu'ils prennent la médication. Monsieur Carrier, avant qu'on se laisse, là, j'ai l'impression que le système d'éducation a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, puis à certains niveaux pour le mieux, mais c'est comme si on était rendu dans une société thérapeutique. Là. Les profs sont rendus des thérapeutes, il faut qu'ils développent leur capacité d'écoute, il faut qu'ils accompagnent les jeunes, ils composent de plus en plus avec des jeunes qui arrivent avec leurs problèmes, qui arrivent de la maison. Et je repose ma même question, est-ce qu'on les prépare pour la vie? Parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus de ces profs-là là, qui passent 8 heures par jour avec eux. Oui, effectivement, c'est tout le dilemme en adaptation. Dans notre jugement clinique ou dans notre jugement en tant qu'éducateur, on doit faire la part des choses entre
préparer l'enfant à s'adapter à ses besoins, mais faire en sorte que l'adaptation ne devienne pas un abaissement de facto des exigences. C'est là où ce qui m'a fait réagir, qui m'a amené à écrire le texte que j'ai écrit, c'est qu'il y a des directions d'école qui ont décidé d'allouer le tiers-temps supplémentaire à tous les élèves. Alors, c'est comme si le chat sortait du sac, parce que on dit, voici cette mesure-là qu'on disait qu'elle est une mesure d'adaptation. Dans le fond, elle est de facto un abaissement des exigences. Jérôme est au bout du fil. Jérôme, bonjour. 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 Vous voulez vous joindre à la conversation. Vous êtes atteint d'un TDAH? Vous avez le TDAH, vous? En fait, moi, j'ai une tollée de diagnostics. TDAH, trouble d'apprentissage non défini, autisme, Asperger. Beaucoup des troubles que j'ai sont des troubles qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'ils ont dit, par exemple, aujourd'hui, l'autisme, c'est un spectre et nanana. Il y a plusieurs affaires là-dedans que je suis pas d'accord parce que je trouve que il y a tellement de niveaux à l'autisme que toutes les mettre dans ce panier. Mais en tout cas, ça, c'est en dehors du sujet. Mais un truc particulier, c'est que moi, j'ai été dans les classes d'adaptation scolaire pendant très longtemps. Puis après, j'ai fait le parcours régulier. Puis moi, ce que j'entends avec j'ai des amis qui sont beaucoup plus jeunes que moi, peut-être 10 à 15 ans plus jeunes que moi. Puis ils me comptent leur adaptation scolaire. C'est tellement différent. Qu'est-ce qui est différent? C'est juste, il y a tellement plus. C'est moi, quand j'étais dans les classes d'adaptation scolaire, c'était tout pêle-mêle. Donc moi, j'étais limite, j'étais pas assez capable de rester dans le régulier, mais j'étais clairement au-dessus du reste de la classe dans la classe d'adaptation scolaire. Donc j'étais pas bien aux deux places. Dans les classes réguliers, j'étais pas correct, et dans la classe d'adaptation scolaire, j'étais pas correct. Mais ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Les personnes comme moi, je pense qu'aujourd'hui, ils seraient dans une classe régulière, j'ai l'impression, mais tu sais, je dis, ça, je peux à travers mon chapeau. J'ai l'impression qu'un enfant comme moi, aujourd'hui, il serait dans une classe régulière avec des mesures d'aide. Ce qui est pas bien, donc, tu sais. Mais en donné, il y a des mesures qu'on me proposait quand j'étais jeune, c'était ridicule. On me proposait de me faire accompagner par un accompagnateur en permanence sur tous mes cours pour m'aider dans les tâches. On m'a recommandé une dizaine de mesures d'aide. Sur les 10, j'en ai pris juste 2. C'est juste pris le temps supplémentaire en examen, puis le droit à un correcteur de français sur ordinateur pour les tests écrits. Parce que j'ai une dysorthographie, puis le français, c'est extrêmement difficile pour moi. Ben, merci beaucoup d'avoir appelé, Jérôme. Non, mais c'est intéressant. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir appelé. C'est intéressant ce qu'il disait, M. Duclos, M. Carrier, parce qu'il disait, j'ai l'impression que j'étais entre les deux. On aurait pu me mettre dans une classe, on aurait pu me mettre dans l'autre, mais dans les deux, je n'étais pas à ma place. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait l'envoyer en classe régulière, M. Duclos? En fait, moi, ce que je peux dire, c'est que depuis 1999, la politique d'adaptation des apprentissages, on a quand même fait un pas au niveau de l'intégration de jeunes qui avaient des difficultés. Puis je pense que ce pas-là était nécessaire parce qu'on a des jeunes qu'on envoyait en adaptation scolaire et qui pouvaient être dans la classe régulière. Peut-être jusqu'à un certain point, on était allé un peu trop loin. Puis on va être dû pour revoir cette politique-là parce qu'elle date de 25 ans là. Donc, c'est vraiment dû à être revu et être remis au goût du jour avec les données qu'on a aujourd'hui. C'est incroyable, Jérôme, qui nous dit, M. Carrier, on en mettait trop. Là. Moi, je pouvais choisir dans les 10, puis il me semblait qu'il y en avait 8 là-dedans que ça n'avait pas rapport. Là. On essaie, on en rajoute, mais c'est même pas le jeune qui demande ça. Oui, c'est ça, ça devient... c'est malheureusement, ça peut devenir, pour toutes sortes de raisons, un réflexe. Le réflexe de croire que en augmentant, entre guillemets, la dose, on va augmenter la réponse, alors que c'est pas la question d'une quantité, mais c'est la question de comment, de faire ça avec parcimonie, s'ajuster aux besoins des personnes. Et quand il manque de ressources, quand on manque d'organisation, ça fait en sorte que les gens peuvent passer entre certaines mailles du filet de ce que devrait être un bon système d'éducation qui prend soin de tout le monde. Bien, merci beaucoup, Jean-Nicolas Carrier, psychologue, et M. Duclos. Bonne rentrée. Merci pour votre travail auprès des jeunes. Lâchez pas. Merci à vous. Merci.